Bonjour Laurie, Bonjour Jean-François. merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler d'un sujet que tu maîtrises. Il s'agit de pleine conscience. Mais avant de parler du sujet de pleine conscience, j'aimerais que tu te présentes. Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Laurie. Je suis créatrice de Séréniste. Alors, d'abord, je suis accompagnante parentale et enseignante aussi depuis 2 ans maintenant. Et j'ai créé Séréniste comme espace d'accompagnement pour les parents, pour apaiser leur quotidien, les aider à mieux comprendre leurs enfants, mais surtout à se reconnecter à eux-mêmes pour être alignés avec leurs valeurs notamment. Donc ça c'est par rapport à moi, par rapport à Sérénès. Donc on crée des ateliers, on informe via les réseaux sociaux et on peut aussi faire des séances individuelles. Après, pour le moment, c'est pas notre activité principale. Là, on est vraiment sur la sensibilisation, l'aide aux parents via les différentes informations qu'on peut apporter sur le développement de l'enfant et l'apport de la pleine conscience dans le quotidien familial. Quand tu dis on, vous êtes deux. Oui, tout à fait. Donc, je suis associée avec Marielle Leclerc, qui est neuropsychologue, et on a décidé de s'associer pour permettre aux parents d'avoir une approche qui est vraiment globale, qui est précise aussi. Donc, ça permet d'aller sur des sujets qui sont peut-être plus sensibles, qui demandent une certaine expertise de la part de Marielle. Et donc, on va pouvoir brasser des sujets plus larges et atteindre je vais dire, la globalité des parents et des problèmes qui pourraient se présenter au quotidien. La base de travail, c'est la pleine conscience. Est-ce que tu peux Mhm. nous expliquer comment tu es arrivé justement à cette pleine conscience? Est-ce que c'est une histoire personnelle qui t'a mené à la pleine conscience? C'est en effet une histoire personnelle parce que il y a des années, je me suis sentie à un moment donné dépassée, épuisée. On peut vraiment parler d'épuisement hein, puisque j'ai fait un burn-out. J'étais complètement déconnectée de mon corps, déconnectée de mon esprit. J'étais en mode automatique. J'étais plus du tout là. Et une des choses qui m'a aidée à sortir de cet état, c'est la pleine conscience. J'ai fait j'en ai pris j'ai pris connaissance de la pleine conscience grâce notamment à un livre qui m'a beaucoup touchée, que tu connais aussi très bien. C'est Être parent en pleine conscience de John et Mila Kabat-Zinn. Donc ça, c'était ma première découverte. Et puis j'ai voulu creuser. Je me suis formée en pleine conscience et j'ai commencé à pratiquer au quotidien. Donc c'est parti effectivement d'une histoire personnelle que j'ai voulu dont j'ai voulu tirer parti en fait de pour aider ensuite les autres et les informer sur les possibilités qu'il y avait. Est-ce que la pleine conscience t'a sauvé, entre guillemets? Alors, je vais pas mentir, c'est pas la seule chose. Quand on fait un burn-out, se dire qu'on peut être sauvé que avec la pleine conscience, je pense que c'est un petit peu, peut-être un petit peu idéaliste. Moi, personnellement, j'ai été suivie aussi par les spécialistes, mais c'est une des choses qui m'a aidée au quotidien lorsque j'étais seule et plus dans le cabinet d'un psychologue ou d'un psychiatre à revenir à moi. Et c'est un outil que je peux encore utiliser aujourd'hui quand je sens que je vais déborder, quand je sens que je suis plus du tout alignée avec avec mes valeurs, avec mes objectifs. Je vais pouvoir me reconnecter à moi et c'est une capacité que j'ai développée grâce notamment aux formations et aux informations aussi. Oui, parce que c'est une capacité, en fait, c'est une capacité d'attention à ce qui se passe en soi et qui peut se passer aussi à l'extérieur de soi, parce qu'avec ce que nous renvoient les cinq sens, et on va passer justement à la définition de la pleine conscience. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est plutôt quelque chose d'ésotérique? Parce que je sais qu'il y a des craintes par rapport à ça quand on parle de pleine Mhm. conscience, il peut y avoir de la confusion. Est-ce que la pleine conscience, c'est quelque chose d'un peu ésotérique? Alors, la pleine conscience, c'est simplement l'art de revenir au moment présent, de revenir à soi, à à ce qu'il se passe là, maintenant. Ça peut être autour de soi, ça peut être à l'intérieur de soi, dans son corps. Y revenir avec curiosité,
douceur et surtout sans jugement. Donc, on ne demande pas notamment d'arrêter les pensées. On sait qu'on a un flot de pensées qui arrive, qui passe, mais de prendre conscience de ces pensées, de les accepter et de les laisser partir. La pleine conscience, ça peut simplement se résumer à prendre conscience du fait qu'on respire, du fait qu'on pense, de voir exactement ce qu'il se passe autour de soi. Donc c'est vraiment essayer de faire un pas de côté, un pas en arrière et de se dire, OK, là maintenant, je me reconnecte à moi, je me reconnecte à mes sens, je regarde ce qu'il se passe dans mon corps, avec mes 5 sens, ce que je sens, ce que je vois, ce que j'entends. Et là, alors, on va pouvoir revenir à l'instant présent. L'instant présent, c'est pas le passé, remuer ce qui s'est passé il y a 5 minutes ou il y a 2 ans, d'accord, ni non plus se projeter dans le futur. Donc c'est vraiment trouver un juste milieu et avancer avec ce qui est, ce qu'on a. Et en quoi cela aide les parents? Parce que certains parents vont dire oui, bon, c'est bien beau tout ça, mais j'ai pas le temps moi, de faire de la pleine conscience. Alors, la pleine conscience, ça peut être simplement quelques minutes dans une journée. Alors, je sais que quand on parle de pleine conscience, on imagine souvent la méditation. S'asseoir sur un tapis ou s'allonger sur un tapis et passer 20 minutes à méditer. La pleine conscience ne se résume pas à ça. La méditation est une de ces pratiques, mais elle n'est pas la seule. On peut intégrer la pleine conscience dans des gestes très simples au quotidien. Un parent qui va dire, et je le comprends tout à fait, qui va dire non mais je j'ai pas le temps pour prendre le temps en fait de prendre le temps pour moi. On va pouvoir simplement l'aider à s'entraîner à attendre, à prendre une pause avant de réagir à une situation. J'ai moi-même de jeunes enfants. Mon enfant va se mettre en crise, d'accord? Il va traverser une émotion compliquée à gérer pour lui. Avant de réagir, je peux prendre 15 secondes. Je parle pas de 5 minutes, je parle de 15 secondes pour respirer, pour permettre moi-même de me calmer, de permettre à ma tension de redescendre avant de réagir. Et ça va permettre aussi d'être plus conscient. Oui. Donc, je vais dire, dans plein de gestes quotidiens, on peut intégrer la pleine conscience. Quand je fais la vaisselle, le fait de ne pas laisser mes pensées m'envahir, mais plutôt de me reconnecter à mes sens. J'ai de l'eau chaude qui coule sur mes mains. J'ai une assiette sous ma main en train d'être lavée. Lorsque je prends la douche, et il y a quelqu'un un jour qui m'a dit quelque chose qui m'est resté dans la tête, quelque chose de tellement simple, profiter des petits plaisirs au quotidien. Et ben moi, à ce moment-là, quand j'étais en burn-out, c'était de choisir un crème douche qui sentait bon et de me laisser envahir par cette odeur. Et c'est quelque chose de très simple, mais c'est quelque chose qui, petit à petit, m'a fait du bien. Et c'est ça aussi, c'est intégrer la pleine conscience dans son quotidien. C'est pas du jour au lendemain se dire, allez, je vais méditer. Je vais méditer 20 minutes, on est parti, et je m'y tiens, je le fais tous les jours. Ça va être plutôt, je me rappelle, je dois essayer, et d'ailleurs éviter de parler de je dois, il faut que, Oui. mais plutôt là, j'ai envie de prendre le temps, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de prendre le temps en fait de ressentir simplement. Et petit à petit, demain ce sera 15 secondes. Le jour d'après, je vais le faire avant une crise ou pendant une crise de mon enfant. Et puis le soir, pour faire la transition vers le sommeil. Je peux le faire le matin aussi, pour prendre le temps de me réveiller. C'est des petits moments comme ça, des petits instants très simples du quotidien. Quand je marche, quand je pose le pied par terre, il se passe quelque chose dans mon corps. Il se passe quelque chose, je vais dire, au niveau de mes sens. Et je peux choisir d'en profiter. Oui. En fait, donc, tu dis qu'on porte notre attention sur ce que les sens nous renvoient. Et dans ce cas-là, on Oui. apaise finalement nos pensées quand on fait cela. Et on peut le faire quasiment tout le temps. Quand on est au volant de notre véhicule, plutôt que d'aller dans justement les ruminations mentales ou oh là là, j'ai tant de choses à faire quand j'entre à la maison, quoi que ce soit. On peut juste prendre conscience qu'on tient le volant. Oui. On peut même prendre conscience qu'on est en train de respirer.
On peut même essayer de trouver une couleur dans le paysage pour rester concentré. Et en fait, ça a un effet, alors je la pratique depuis longtemps moi aussi, ça a un effet effectivement déstressant. Ça permet de faire Mhm, baisser le stress et d'apaiser le mental. On arrête d'être en mode survie pour mhm. passer dans un mode un peu plus conscient, donc de pleine conscience justement, qui nous apaise et qui nous évite justement d'avoir cette goutte d'eau qui vient nous faire complètement déborder parce que le stress nous a complètement envahi à un certain moment de la journée. Ça ne marche pas à tous Tout à les fait. coups parce que parfois le stress est vraiment très 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 intense, mais plus on pratique et et mieux ça fonctionne, je dirais. Et Oui, d'ailleurs, c'est visible au niveau du cerveau, hein, on en reparlera peut-être à l'occasion, mais la pleine conscience a des effets au niveau du cerveau. C'est le cortex préfrontal qu'on fait travailler en fait quand on est en pleine conscience, et c'est toute la partie limbique autour de l'amygdale cérébrale qui vient nous déborder par le stress et par les émotions. Donc en gros, quand on pratique la pleine conscience, et tu me dis si je me trompe, on s'entraîne à justement faire fonctionner cette partie-là du cerveau, la partie régulatrice, finalement. oui, tout à fait. Tout à fait. Ça nous permet aussi d'éviter, en fait, la plupart du stress, comme tu en parles, vient du passé ou du futur. Et ça nous permet aussi de se déconnecter de ça et de pouvoir, comme tu dis, réduire le stress et l'impact qu'il va avoir sur notre corps et sur les autres aussi. Donc ça veut dire que si nous, on arrive, et je reviens à ta question par rapport au quotidien parental, en quoi est-ce que ça peut avoir un impact? Si on peut soi-même réguler ses émotions et permettre à notre stress de diminuer, on va automatiquement apporter plus de sérénité dans notre quotidien familial avec nos enfants. Les enfants peuvent aussi la pratiquer. Et Ouais. d'ailleurs, les tout petits la pratiquent de façon tout à fait naturelle, puisqu'ils vivent euh, automatiquement dans l'instant présent. Donc, nous, nous replacer dans l'instant présent, ça nous permet aussi de nous reconnecter avec notre enfant. Oui, Et ça, c'est ça, c'est le même important aussi. rythme en fait. En fait, ils sont Mhm, dans ce tout à rythme fait. de vivre le moment présent et nous, souvent, on est déconnecté de ce moment présent. Et on est déjà dans l'étape d'après ou effectivement plongé dans l'étape d'avant qui s'est pas Tout forcément très à bien fait. passée. Donc on se recalibre en fait, on se remet sur le rythme de l'enfant, ce qui nous permet Tout à effectivement fait. d'être en meilleure connexion. Tout à fait. Tu l'utilises également quand tu es en classe? Je l'utilise également quand je suis en classe. Je n'ai pas eu l'occasion encore de l'intégrer dans ma pratique de classe, mais je l'utilise pour moi-même. Oui. Parce qu'on sait en tant qu'enseignant que parfois on a les émotions qui débordent. On a une classe, ici j'ai la chance d'avoir de petites classes, mais en France je sais que les classes sont avec beaucoup d'élèves et donc ça peut tout d'un coup partir un peu dans tous les sens. On a aussi notre vie personnelle à côté qui peut nous amener pas mal de stress, pas mal d'angoisse. Et on arrive en classe et en fait, on a cette pression, ces attentes des élèves. Et parfois, ben, c'est difficile de gérer. Et donc, revenir à soi et dire, OK, là, laissez-moi un instant, j'ai besoin de respirer. Et ça m'est déjà arrivé de me dire, OK, là, Laurie, tu vas déborder, tu te recentres et on est reparti. Là, cette année, en ayant une classe de plus jeunes enfants avec qui la pratique sera plus facile à développer, je compte bien, oui, l'utiliser, notamment grâce à de petits rituels, comme ça le matin en arrivant ou après la récréation, des temps où on a besoin de se recentrer, où on a besoin de se calmer. Ça peut être très, très utile, oui. D'autant plus que c'est prouvé, ça améliore la concentration et la mémoire des élèves. Et la sécurité finalement, parce Oui, que se reposer sur sa respiration, pouvoir être attentif à ce va-et-vient qui est régulier. D'ailleurs, le fait de porter attention à sa respiration, ça la ralentit naturellement. tout à fait. Donc ça permet vraiment de baisser en fait le stress et ça réinstaure cette sécurité. Pourquoi je parle de sécurité? Et c'est aussi la raison pour laquelle tu es avec nous dans le projet des fourmis empathiques, c'est que on va développer l'écoute et l'écoute empathique. Et cette sécurité est très importante pour la personne qui écoute et la personne qui est écoutée. Et donc, on aura ce type d'étape de recentrage qui va permettre de restaurer cette sécurité pour les uns et pour les autres. Et c'est très, très, très important parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais souvent, on est en insécurité Mhm. et on agit par insécurité.
au lieu d'agir justement en ayant conscience de cette sécurité. Et l'avantage de la pleine conscience, c'est que ça nous permet de pouvoir revenir dans cette sécurité. Tu parlais des enfants, tu disais que ça serait plus simple avec des enfants plus jeunes, hein, parce que là, ils avaient quel âge à peu près cette année, ceux que tu avais? Cette année, ceux que j'avais avaient 9-10 ans et j'avais une classe de double niveau. Et ils n'étaient pas du tout sensibilisés à les émotions, à l'acceptation des émotions. Et donc, les petites choses que j'ai essayé de mettre en place n'ont simplement pas pris cette année. Je laisse pas tomber. Je m'accroche pour l'année prochaine en me disant aussi que plus tôt on s'y met, plus tôt on le travaille, plus naturel ça va devenir par après. Et donc, on va pouvoir la pousser un petit peu plus loin et notamment aller vers la méditation, le yoga. Mais ça va d'abord passer par la respiration et la conscience de soi. Et donc, pour la pratique en classe avec plusieurs élèves, c'est parfois plus simple de commencer plus jeune. Oui. Et là, tu parles finalement d'un continuum entre la maison et l'école aussi. C'est-à-dire que là, tu Oui, tout disais à fait. à 9-10 ans, quand des élèves arrivent et qui n'ont pas été habitués, par exemple, à verbaliser leurs émotions, identifier leurs émotions, qui fait partie de la pleine conscience d'ailleurs, ceci, hein. Mhm, Prendre conscience qu'une émotion nous traverse, c'est vraiment un exercice de pleine conscience. Donc, quand on mhm, parle de pleine conscience, on parle aussi de compétences psychosociales et tout à notamment de fait. développement d'intelligence émotionnelle au final. Donc, à 9-10 ans, déjà, si les enfants n'ont pas forcément l'habitude d'avoir été écoutés, d'avoir été d'avoir été reformulés aussi dans ce qu'ils peuvent ressentir, eh bien c'est compliqué en classe pour toi de pouvoir établir ce lien et cette connexion empathique avec eux. Ça demande un peu plus Oui, de temps. Donc comme tu disais, tu l'as fait, tu as commencé à leur offrir, et peut-être que l'année prochaine, effectivement, ça ira mieux et ça ira de mieux en mieux. Mais ce qui est important, c'est de considérer que les parents ont une place très importante en oui. fait dans cette pratique de la pleine conscience et de l'accueil des émotions. Je voudrais revenir sur ce que tu décrivais tout à l'heure quand tu as parlé d'un enfant qui était en crise et qui Mhm, traversait une crise. Dans la pleine conscience, tu as parlé également du non-jugement, mhm, c'est-à-dire le fait d'observer. Et quand on dit un enfant est en train de traverser une émotion, on décrit et on observe. Ça, c'est de la pleine conscience. En revanche, quand on dit un enfant est en train de me défier, il fait mhm. un caprice, là, on est en train de faire autre chose, c'est-à-dire on est en train de juger. Tout C'est à bien fait. ça? Mhm, tout à Et fait. ce qui fait que la réaction n'est pas du tout pareille chez le parent. Non, c'est certain. Et je vais prendre aussi une autre situation. Un enfant dépasse une limite. L'adulte va instantanément essayer de le replacer, on va dire, dans le cadre, de lui rappeler les limites, et l'enfant va rire. C'est une réaction qui souvent énerve l'adulte parce que il va prendre ça comme tu dis, comme un défi, comme si l'enfant ne le prenait pas au sérieux, presque se moquer de lui. En fait, c'est une réaction qui est complètement naturelle de l'enfant puisque il va se retourner vers une situation de sécurité en cherchant en fait un plaisir dans la relation parce que il est lui-même en insécurité. Quand on en prend conscience en tant qu'adulte, on peut aussi faire un pas en arrière et se dire ok, c'est une réaction naturelle. Je vais pas le prendre pour moi. Elle est là, cette réaction, et on va continuer à faire avec. Et on va éviter aussi de vouloir la changer. Ça, c'est important aussi dans la pleine conscience. J'ai une pensée négative qui me traverse. Le but de la pleine conscience, c'est pas de se dire non, non, je j'ai pas de pensée négative, je vais la transformer en pensée positive. La pleine conscience, c'est simplement prendre conscience. Donc, elle est là, cette pensée. Elle est là, je l'accepte, mais une pensée, ça va, ça vient. Ça part, ça repart. Et donc, on va simplement, comme tu dis, observer sans juger et permettre alors que ce soit à l'émotion de l'enfant, que ce soit à sa réaction, que ce soit à nos pensées, on leur permettre en fait simplement de partir, de passer. Ouais. Et un parent qui se dit et qui pense qu'il est nul, qu'est-ce que tu lui réponds?
Un parent qui se pense nul, je Alors pense déjà, que tu viens de reformuler, parce qu'un parent qui dit je suis nul, il a une croyance d'incompétence, il se sent impuissant, il se sent incompétent. Et là, tu viens déjà je préfère décomposer, c'est un peu comme un Mhm. ralenti pendant le sport. Là, en fait, quand on dit aux parents, vous pensez que, on est déjà en train de les orienter sur l'observation de ce qu'ils pensent. C'est-à-dire qu'ils sont Oui, plus assimilés à leurs pensées, ils sont en train de passer en mode observateur de leurs pensées. tout à fait. Donc un parent qui se pense nul, c'est souvent un parent qui a un flot de pensée très important, qui a certainement des exigences très importantes aussi, et on va travailler plutôt sur ça. On va travailler sur ce qui, ce qui le pousse à penser qu'il est nul en fait. Sa description d'être nul. C'est quoi pour lui être un parent nul? On va pas avoir tous les deux la même définition et la même impression sur la question. Donc, en décortiquant en fait ce sentiment, on va pouvoir y apporter de l'objectivité et par là, on va pouvoir s'en détacher aussi. Oui. Et puis après, on va pouvoir passer plutôt sur la partie travail sur les forces de Oui. caractère du parent. Mais on ne le Et là, contredit alors, pas. on parle... Non, On est bien tout à d'accord, hein. fait. Enfin, là, je, Ah je, oui, je, oui. je- je préfère là aussi faire une pause. Quand un parent dit je suis nul, on lui dit bah, ben non, ah non, t'es pas nul. Parce que dès lors qu'on Oui. fait ça, on est en train de contredire ce que la personne ressent et pense. Et Mhm. finalement, on n'est pas dans l'écoute. Et la personne ne va Non. pas se sentir soulagée d'avoir été comprise ou d'avoir été écoutée, déjà. Oui, tout à fait. Donc, de façon générale, dans l'accompagnement parental et de la personne, euh, et plus particulièrement des enfants aussi, on ne va jamais nier un sentiment. Tout comme on ne dit pas ne pleure pas. Oh non, ne sois pas triste. Mais non, tu n'as pas mal. Allez, relève-toi. Je l'entends aussi beaucoup ici. Euh, on va pas, on va pas pousser l'enfant à penser que. On va analyser le pourquoi il pense que. Et on va l'aider comme ça à prendre du recul. On va pas lui demander de nier et d'oublier cette pensée, mais voilà, prendre du recul et de mettre des mots sur ce sentiment. Parce que souvent, les sentiments négatifs sont des sentiments qui sont globaux aussi. On intègre beaucoup de choses là-dedans. Je suis incompétent, je suis nul, je suis moche. On peut tout entendre, mais oui, mais qu'est-ce qui te dérange en fait? Oui. Et quels Voilà. sont les biais Donc, qu'il y a également? oui, Biais de mhm, tout à fait, généralisation, biais de bien sûr. négativité, parce que Mhm, le cerveau, il prend des raccourcis et mhm, forcément, il fait effectivement des généralisations. Si on s'en rend pas compte, et là aussi, ça en rendre compte, c'est un travail de pleine conscience, oui, eh bien, on se laisse envahir par tous ces biais et le stress augmente, 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 parce que notre juge, là, il se tait jamais et on finit par exploser devant un enfant et malheureusement à ne pas lui offrir un exemple de régulation émotionnelle dont il aurait besoin, par exemple. oui. Tout à fait. Et je rebondis sur ce que tu es en train de dire. Notre juge intérieur, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Il ne faut pas non plus essayer de le faire taire et de se dire non, non, il ne faut pas que je juge quelque chose. Mais de se rendre compte qu'on est en train de juger. C'est deux choses qui sont différentes. Parce que quelqu'un qui essaye de pratiquer, que ce soit la pleine conscience ou la psychologie positive, notamment tout à l'heure, je parlais des forces de caractère, ça en fait partie. Euh, le tout n'est pas d'essayer de tout tourner autour de la positivité et de ne pas tomber non plus dans les travers du positivisme, mais plutôt de se rendre compte de nos biais, comme tu le dis, de nos jugements et de se dire, OK, là, c'est mon observation. Moi, j'en ai interprété que, mais peut-être que c'est pas spécialement ça. Et de Ouais, rester ouvert aux autres possibilités, aux alternatives. tout à fait. Donc un parent qui se dit nul, tu vas commencer par lui dire, d'accord, vous pensez que vous êtes nul, et après tu Mhm. vas l'aider à cheminer, c'est-à-dire que tu vas pas lui donner la Oui. réponse, mais c'est lui qui va cheminer pour se dire, bah tiens, ça vient de quelle croyance? Est-ce que c'est un fait? Est-ce que c'est une réalité? Ou alors est-ce que je suis juste en train de généraliser? Et ce Mhm. travail d'enquête, finalement, par rapport à ce que nous pensons, va nous permettre de retrouver de la confiance et de la puissance aussi, et du Tout à pouvoir fait. sur notre quotidien. Parce que souvent, Mhm. on est justement débordé parce que on n'a pas conscience de tous ces mécanismes en place. Et là, en fait, la pleine conscience permet de faire cette pause et de dire, OK, tout à l'heure, tu disais, il faut, je dois. OK, Mhm. je choisis.
Oui, tout à et fait. pas il faut, je dois, du coup. Mhm. Donc c'est Mais très c'est vrai que important. c'est très ancré, hein. Ah bah C'est oui, très oui. ancré. Et encore une fois, le tout n'est pas d'essayer de tout changer d'un coup. C'est d'y aller petit pas par petit pas. Oui. Et comme tu le dis, un parent qui vient vers moi et me dit je suis nul, et je vais dire de façon tout naturelle, c'est vrai que je répète maintenant, je reformule. Euh, je lui demandais mais pourquoi pensez-vous que vous êtes nul? Dites-moi, voilà, on en parle. Ou à quel moment À vous avez quel mo- pensé que vous étiez Tout nul? à Ouais, fait. ouais. Hmm. À quel moment? Est-ce que c'est régulier? Est-ce que c'est une pensée qui revient souvent? Voilà, on va pouvoir travailler sur cette pensée sans pour autant l'effacer, Oui, mais qu'au moment où elle revienne, je veux dire dans le futur, ils se disent, OK, là, je me suis dit que j'étais nulle. Est-ce que je peux moi-même me dire pourquoi est-ce que j'ai cette pensée? Rechercher dans ce qu'il vient de se passer, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Et se dire, je ferai mieux la prochaine fois. Et donc, c'est ça. avancer petit à petit. Faire de son mieux, se donner le droit à l'erreur aussi, hein, un droit qui Tout n'a à pas fait. forcément été offert quand on était enfant et qui est encore moins offert quand on est adulte, où Mhm. il y a beaucoup de jugements, de critiques et de comparaisons, de classements. Si tu fais une erreur, tu n'es plus premier. Donc, la Tout pleine à fait. conscience permet aussi de reprendre du pouvoir sur ça et de se dire finalement, je viens sur un développement personnel. Je suis sur une progression personnelle et je Oui, deviens mon ami, en fait, mon ami bienveillant pour avancer. tout à fait. Et non plus, c'est juste qu'on a pu intégrer. Donc, par exemple, bah là, justement, tu es enseignante, donc une enseignante qui a été peut-être jugeante dans notre cursus, ou plusieurs enseignants, ou qui nous ont humiliés, eh bien, ce sont ces voix aussi qui peuvent être intégrées et qu'on peut malheureusement ressortir à ce moment-là. Et la pleine conscience permet de décortiquer tout cela. Se dire, mais finalement, c'est quelle voix que j'entends dans ma tête? C'est vraiment la Mhm. mienne. Et puis, hop, activer une part de nous qui est beaucoup plus bienveillante pour avancer. Moi, la pleine Tout à conscience, je fait. trouve ça, alors magique, entre guillemets, mais en fait, c'est très simple. Et c'est pour ça que je te demandais comment tu l'as pratiqué. La respiration, c'est un des points les plus importants parce que c'est naturel, parce qu'elle nous accompagne partout. C'est comme si on portait en nous un outil qui nous permettrait de nous ancrer et de nous recentrer automatiquement. Cette respiration, elle est très importante. D'ailleurs, avec les enfants, on peut faire le câlin koala, Mhm. qui est voilà, donc se mettre contre l'enfant et respirer de manière synchronisée avec lui, prendre conscience de cette respiration. Et en fait, l'apaisement se fait des deux côtés. En plus, il y a l'effet du Oui. câlin avec l'ocytocine. Mhm. Donc, cette pleine conscience, on peut aussi la vivre et on doit, enfin, on doit, non, on choisit de la vivre comme ça aussi dans ces moments que nous pouvons partager avec nos enfants, dans le contact physique, dans le fait d'être là, ici et maintenant. Oui. Et du coup, tu parlais des pensées. Donc, on arrive à prendre un peu plus de contrôle sur les pensées, à peut-être laisser s'échapper les pensées négatives, mais on peut aussi sciemment s'orienter sur des pensées positives, comme de la gratitude par exemple, Tout à pour fait. développer les émotions agréables qu'il y a derrière. Tout à fait. Et ça, c'est un rituel qui est très intéressant à faire pour soi et en famille. Un rituel, par exemple, qu'on peut faire avant le coucher, le soir. Se dire, je vais trouver une chose. On va déjà commencer par là. Une chose qui m'a fait du bien aujourd'hui. Et ça permet aussi de partir dans une étape qui est importante pour les enfants, l'étape du sommeil, de partir sereinement et de se dire voilà. Et ça réinstaure le sentiment de sécurité aussi. Donc là, on est vraiment sur des choses qui peuvent être, je vais dire, très simples à mettre en place, mais qui demandent un effort parce que ce n'est pas spécialement naturel pour tout le monde et ça ne nous a pas été appris à notre époque. Mais c'est quelque chose qui a démontré une puissance incroyable aussi dans la psychologie positive, le fait de ne pas ignorer ce qui ne va pas, mais de s'appuyer sur ce qui va. Et la gratitude est un des piliers très très importants en pleine conscience notamment. Oui, et les effets se voient au bout de dizaines de jours, même 3 semaines, des effets positifs sur le moral, hein. En pratiquant Tout à fait. régulièrement la gratitude, on parle des 3 kiffs par jour, par exemple, c'est-à-dire les 3 plaisirs du jour.
Mais parfois, c'est même pas des plaisirs, c'est juste prendre conscience qu'il ne s'est rien passé de grave et que tout va Mhm. bien, en fait. C'est pas Tout forcément va des bien. émotions très agréables, hein. On n'est pas obligé d'aller Mhm. chercher ces émotions-là au début, disons. Mais se dire, bah, l'après-midi, c'est passé correctement. Je suis allé au parc avec mon enfant, et puis ça s'est bien passé. Je suis satisfait, je suis satisfaite, en fait, de ce moment que j'ai passé là-bas. Ou encore, ça peut être vraiment des petits éléments. Tiens, j'ai entendu une musique, ça fait longtemps que je l'avais plus entendue, et ça m'a fait ressentir des émotions agréables. Ce Tout à sont des fait. petits détails qui nous permettent de faire pause et de décupler l'effet en fait des émotions agréables. Et dans l'équilibre entre, et tu le disais tout à l'heure, on n'a pas appris à le faire, l'équilibre entre les émotions agréables et les émotions désagréables, finalement on arrive à le remettre en place et même à avoir plus d'émotions agréables que d'émotions désagréables à la fin de la journée. Et d'ailleurs, tu le conseilles de le faire quand ce rituel de gratitude? En fin de journée ou au cours de la journée ou Alors, moi, j'aime le pratiquer en début de journée ou en fin de journée. Parce que simplement, c'est les deux moments où j'ai le plus de temps de laisser aller mes pensées et de me dire, OK, là, j'ai un moment pour moi. Étant aussi maman de deux jeunes enfants, c'est vraiment les deux moments, les extrêmes de la journée qui sont le plus faciles. Donc, je vais plutôt me réveiller le matin et me dire, OK, voilà trois choses positives que j'ai en main. Ça peut s'être passé hier ou ça peut être des choses plus générales. Je me considère chanceuse d'avoir telle ou telle personne autour de moi, par exemple. Aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai telle classe. Voilà. Il y a eu des classes différentes. Il y avait des jours plus faciles que d'autres. Et donc, je pouvais aussi commencer ma journée en m'appuyant sur quelque chose de positif. Un petit moment le matin aussi, ça peut être le café du matin, Oui. qui nous fait du bien, qui nous réchauffe et qui nous permet d'avancer vers la journée qui parfois va s'avérer plus compliquée. Mais on va pouvoir poser un premier pilier positif. Et le soir, bah, c'est vraiment le réconfort de la journée. C'est vraiment ce moment de reconnexion à soi et où on se dit, comme tu l'as très bien dit, ben en fait, l'un dans l'autre, j'ai passé une bonne journée. Il y a eu des choses plus compliquées, il y a eu des choses plus simples, mais là, en pensant aux choses plus simples, je me dis, ben voilà, je peux m'endormir sereinement. C'est ça. Moi, c'est vraiment les deux moments de la journée les plus simples où je peux vraiment me consacrer à mes pensées, en fait. Oui, exactement. Et c'est une intention finalement aussi qui est cultivée. En dehors du Tout à fait fait. qu'on pratique cette gratitude, c'est aussi l'intention de porter notre regard sur quelque chose qui nous fait du bien. Oui, Du beau, du bon et du bien. Je sais pas, voilà, les trois principes aussi, on peut se rappeler de ceci. Tiens, qu'est-ce que j'ai autour de moi qui est beau? Qu'est-ce que je ressens en termes de bon? Et voilà, et de bien finalement. Ça peut être aussi tout à ce fait. type de filtre qu'on peut mettre en place pour se sentir mieux. Et tout ceci, ça peut paraître léger, mais en fait, et simple plutôt, mais c'est loin d'être simple de pouvoir contrer les habitudes que nous avons, de nous plonger dans nos pensées. Donc c'est vraiment une vraie pratique. Et d'ailleurs, je voudrais inviter les personnes qui suivent cette vidéo à peut-être fermer les yeux et juste se concentrer sur le son de la vidéo. Et peut-être ouvrir les yeux et regarder autour de soi pour voir qu'est-ce qu'il y a en fait, comme si on portait un regard neuf sur ce qu'il y Oui, avait autour de soi. Ça, ce sont des moyens aussi de reconnecter un peu le cerveau à une autre réalité, dans une autre configuration, et finalement de se sortir parfois de crises qu'on traîne depuis quelque temps par cette reconnexion. tout Et à fait. justement, alors tu fais partie des fourmis empathiques, et merci d'être dans ce mouvement, et tu as partagé ton savoir et ton savoir-faire dans deux livres, enfin deux cahiers de vacances, ça tombe bien du coup, qui permettent de développer la pleine conscience. Est-ce que tu veux bien nous en parler de ces deux cahiers? Oui, bien sûr. Alors, Donc, ils sont gratuits et ils sont en téléchargement sur le site des fourmis empathiques, hein, pour information, et vous pouvez nous les demander d'ailleurs en commentaire si vous le souhaitez. voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment un outil qui est accessible à tous. J'ai fait l'édition parents et l'édition enfants pour permettre aussi, si vous le souhaitez, de travailler au même rythme que votre enfant.
Il y a d'ailleurs des exercices qui se rejoignent et il y a des exercices qui sont simplifiés pour les enfants, qui sont à leur portée, simplement. Le but de ces cahiers-là, c'est de se rendre compte que se reconnecter à soi, ça demande un exercice qui est, comme tu l'as dit, très simple, mais c'est un exercice quand même. Ça veut dire il faut, on choisit de On prendre choisit. le temps à ce moment-là. On s'assied et on se dit là, c'est le moment. C'est le moment que j'ai choisi pour me reconnecter, pour, si je prends le premier exercice qui est commun aux deux cahiers, de prendre le temps de se reconnecter à ces 5 sens. Là maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on sent comme odeur au toucher? Qu'est-ce qu'on entend? Et donc, c'est un exercice qui est très simple, qui prend seulement quelques minutes. Mais si on prend le temps de faire ce cahier de vacances un peu tous les jours ou de façon régulière, on va se rendre compte que petit à petit, il y a des choses qu'on va faire plus naturellement, sans vraiment se poser et se dire là, maintenant, je pratique, j'utilise mon cahier. Et c'est un cahier qu'on va pouvoir utiliser bien plus loin que pour les vacances. Donc, c'est vraiment une première approche pour l'adulte et pour l'enfant à cette pratique de pleine conscience. Oui. Tu, en termes de temps, tu dirais que les premiers effets de la pleine conscience se font sentir en bout de quelques jours, au bout de quelques semaines? Comment ça fonctionne? Alors, je vais être très mitigée sur ma réponse et je vais donner la raison. Les effets peuvent, pour une pratique régulière, on peut attendre les effets plus ou moins en 10 jours. Mais, et je mets un mais, attention, et je rebondis aussi sur les attentes dont tu parlais tout à l'heure. La pleine conscience se pratique sans spécialement avoir d'attente précise. C'est pour ça que je te posais la Si, question en fait. voilà, Bien joué. si on, si on pratique en espérant en retirer les bienfaits, il va y avoir un biais. Donc, on ne doit pas pratiquer pour les bienfaits, même si quand ils seront là, bien sûr que ce sera profitable. Mais on pratique pour soi, pour soi, pour se reconnecter. Et sans spécialement, voilà, poser d'attente, poser d'exigence envers la pratique. Ouais, c'est ça. Et c'est pas de l'égoïsme, hein, que de s'offrir ce temps. Ah non, non, et d'ailleurs, c'est même plutôt altruiste. Pourquoi? Parce que si on se permet de prendre le temps pour soi, on va pouvoir être disponible pour les autres. Par contre, si on se dit non, 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 moi j'ai pas le temps, hein, je dois être disponible pour les autres, le problème c'est que à un moment donné, notre vase sera plein et si on ne s'en occupe pas, on va déborder. Si on déborde, on n'est plus présent du tout pour l'autre. Ouais. Ça arrive très régulièrement. Quand quelqu'un est en train de nous parler, on se déconnecte et puis on commence à penser à ce qu'on doit faire à manger, ce qu'on doit faire en rentrant à la maison. Et alors là, ben, tout d'un coup, on n'est plus là. Oui. On n'est plus là. Et on parlait de se mettre en posture d'écoute par la pleine conscience parce que prendre un temps pour soi, c'est permettre ensuite d'être là pour l'autre. Oui. Donc voilà un peu. Je comprends après le sentiment d'égoïsme quand on veut prendre du temps pour soi, mais je vais dire que prendre du temps pour soi, c'est aussi prendre du temps pour les autres. C'est simplement décalé. Oui. En fait, c'est un peu comme la métaphore du masque à oxygène. Tout à fait. Lorsqu'on fait des postes de pleine conscience, on remet à flot son réservoir d'oxygène, en fait. C'est-à-dire qu'on va de nouveau être opérationnel du point de vue du calme. Et Mhm. cela ne veut pas dire qu'on sera des bouddhistes et qu'on va léviter au-dessus du sol, hein. Non plus, c'est pas ça le principe. Mais en tout cas,
on va retrouver ce calme. Et ce calme, c'est ce qui manque beaucoup aux parents qui sont sous stress très 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 souvent parce qu'il y a la responsabilité des enfants, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de fait de se faire des injonctions comme ça. Mhm, Allez, vas-y, il faut y arriver, il faut que je fasse le repas, etc., etc. Et donc le fait de se ménager ces pauses, c'est comme des soupapes justement où on va pouvoir respirer. mhm, Et il se peut, en effet, que certaines tâches soient un peu décalées plus tard. Mais en fait, très vraisemblablement, on les fera beaucoup mieux parce qu'on sera beaucoup mhm. plus calme, ces tâches-là. Et d'ailleurs, on le voit pour les enfants, hein, lorsque eux sont en pleine conscience et plongés dans une tâche, ils sont très efficaces quand ils jouent Oui. pendant des heures. Alors, ça arrive, hein, en tout cas, ou quand il faut faire une transition d'une tâche à l'autre, ils sont tellement concentrés qu'en effet, ils sont très efficaces. Et nous, bien souvent, on n'est pas dans une tâche, on est dans le multitâche, on est en Tout à train de faire fait. quelque chose, penser à autre chose. Bref, Mhm, c'est très fatigant en fait pour notre cerveau. Donc la pleine conscience, c'est aussi ça, c'est apprendre aussi à faire une chose après l'autre. mhm. Et je crois que tu en parlais dans le livret, je crois, non? Ou je sais plus où on a échangé sur ce sujet, de faire une chose après l'autre, justement. Oui, je pense qu'on en a parlé et je vais simplement aussi ouvrir une question parce que souvent on ne s'en rend pas toujours compte. On se dit non, moi je fais une chose à la fois et jamais plusieurs choses en même temps. Mais euh, à quel moment est-ce qu'on donne une consigne ou demande quelque chose à un enfant sans faire autre chose en même temps? C'est-à-dire sans le regarder, sans être connecté à lui, quoi. C'est-à-dire, allez, fais ci, fais ça, et c'est ça que tu Tout veux à dire? fait. Donc, par Ouais. exemple, combien de fois je me surprends pas dans mon quotidien à faire la vaisselle et puis me Ouais. retourner et dire à mon fils, est-ce que tu peux ranger ça, s'il te plaît? Et je me dis, mais non, dépose ce que tu es en train de faire, mets-toi à son niveau, regarde-le, et là, je peux lui parler, et là, le message va passer. Et il y a plein de fois comme ça, dans nos échanges, dans nos interactions, pas seulement avec les enfants, on est en train de faire autre chose. Combien de personnes qui nous regardent ont peut-être lancé la vidéo et puis sont en train de faire autre chose? Ou bien, Alors on est peut-être en mode podcast aussi, ne- donc on c'est ah, bah excusable. voilà. On est peut-être en train de Donc, courir ou faire autre chose. j'allais venir au podcast notamment, qui ont beaucoup de succès parce qu'on les écoute. On peut les écouter quand on est en train de faire autre chose, en train de courir, en train de conduire. Oui. Et en fait, le multitâche, euh, on ne s'en rend pas toujours compte, mais ça réduit notre efficacité et ça fatigue énormément, comme tu le disais, notre cerveau. Donc, on pense pouvoir faire plusieurs choses en même temps, mais en fait, le cerveau n'est réellement pas capable de faire plusieurs choses en même temps. Donc, il va devoir séparer son attention. Et donc voilà, pour ceux Oui. et celles qui aiment être efficaces, eh ben, on va pouvoir être plus efficace en faisant une tâche après l'autre, en se mettant une liste de choses à faire et en se forçant de ne pas commencer quelque chose avant que l'autre soit terminé. En tout cas, l'attention est un capital qui n'est pas infini. Oui. Et c'est ce que tu évoquais, le multitâche entame énormément ce réservoir d'attention. Et pour le reconstituer, justement, bah, il est essentiel déjà d'apprendre à faire les choses les unes après les autres et de pouvoir reconstituer aussi notre attention en pratiquant peut-être effectivement de la respiration, en se reposant, même si c'est 1 ou 2 minutes, hein, on va dire, mais apprendre à se rendre compte qu'on n'est plus attentif, c'est aussi Mhm. un, c'est aussi une approche de pleine conscience, en fait. Et je voudrais qu'on voit un point très important pour moi et pour les parents, c'est l'accueil en pleine conscience des émotions d'un enfant. Comment ça fonctionne en fait? En fait, on va un peu mettre bout à bout tout ce qu'on a dit depuis le début, mais l'enfant, quand il traverse une émotion, quel est le meilleur moyen de l'aider justement à la traverser cette émotion en tant qu'adulte, en tant que co-régulateur de l'enfant? Alors pour moi, et on va reparler, comme tu l'as dit, des différentes étapes. La première étape, c'est de l'observer sans jugement, pour pouvoir aussi chercher à comprendre ce qu'il se passe. Si notre attention première, c'est la réaction, on va fatalement passer à côté de quelque chose. Donc prendre un temps
ces 15 secondes pour soi-même se calmer, parce que quand c'est notre enfant qui traverse une émotion intense, c'est parfois compliqué à gérer pour le parent, compliqué à accepter aussi. On a aussi notre réservoir d'émotions, comme tu le disais très bien, qui est parfois à ras-bord en fin de journée. Donc, on va pouvoir euh, faire un pas de côté, observer, se mettre à la hauteur de l'enfant et, avant d'entamer un dialogue, attendre que cette émotion passe. Oui. Parce que si vous essayez d'entamer un dialogue alors que l'émotion, qui prend approximativement 90 secondes, globalement, si on essaye d'interagir avec l'enfant à ce moment-là, il ne sera pas prêt à nous répondre. Il ne sera pas prêt à raisonner. D'ailleurs, c'est pas accessible avant à peu près l'âge de 7 ans. Donc, on va pas pouvoir se connecter avec l'enfant. On va pouvoir lui proposer d'accueillir cette émotion avec lui par un câlin, par une main sur une épaule si c'est un enfant qui n'aime pas spécialement être pris dans les bras ou dont on n'est pas spécialement proche. Être là, ça va être aussi une étape très importante. Et puis ensuite, on va pouvoir demander à l'enfant s'il a envie d'en parler, ce qu'est son besoin, s'il peut le nommer, nous le montrer si on a certains supports, lui proposer certaines choses. Et là, alors, on va pouvoir se tourner vers quelque chose qui va pouvoir l'apaiser. Mais d'abord, la première chose, ça va être d'accueillir l'émotion. Oui. D'offrir une présence bienveillante, en fait. C'est-à-dire Oui. qu'une présence bienveillante sans jugement. Comme tu disais, le jugement peut nous amener à avoir une réaction de stress et à crier sur l'enfant, par exemple, lorsqu'il est en train d'exprimer une colère. Ce qui est Tout à fait. contre-productif pour l'aider justement à traverser cette colère. Ça ne lui apprend pas ça et il ne va pas nourrir la confiance justement en son parent lorsqu'il a une émotion qui le traverse. Donc le fait de ne pas juger, c'est aussi un moyen pour nous, parents, de garder le plus possible notre calme et de court-circuiter aussi la contagion émotionnelle. Tu parlais des 15 secondes ou des 10 secondes de pause. Ça évite que l'émotion de l'enfant soit absorbée par nous et qu'on arrive à garder finalement ce recentrage pour être disponible pour l'enfant. Et certains enfants, ça arrive souvent, n'acceptent pas d'être approchés. Parce qu'en fait, si on parle de colère, la colère nous fait voir rouge, littéralement, c'est-à-dire que tout ce qui est autour de nous est un danger. Et un enfant, même un parent qui s'approche de lui, va considérer ce parent comme un danger. Donc en gros, il ne va pas pouvoir se laisser approcher, en fait. Donc c'est pour ça que tu parlais d'être là et de proposer une présence bienveillante, et peut-être de s'approcher progressivement à mesure que l'émotion est en train de baisser. C'est un moyen de pouvoir ensuite se reconnecter à l'enfant, lui proposer un câlin pour le réconforter, pour aller jusqu'au bout de l'émotion aussi, parce que l'idée c'est de ne pas couper l'émotion en criant par exemple sur l'enfant, parce que l'émotion va rester sinon. C'est vraiment d'accompagner l'émotion jusqu'à son terme en fait. Et après, on passera au pourquoi, on pourra discuter avec lui, parce que son cerveau sera opérationnel pour pouvoir discuter. C'est bien ça, hein. Oui, tout à fait, hein. Et lorsque tu parles du fait de ne pas pouvoir approcher l'enfant quand il est en colère, c'est aussi une façon d'accepter. Accepter sa réaction, accepter son émotion. En tant qu'adulte, on pourrait aussi le prendre pour soi de se dire, oh, il veut pas de moi, il veut pas que je m'approche, il veut pas que je m'approche de lui, mais ce n'est pas centré sur nous, mais plutôt sur lui, son besoin et sa réaction à son émotion. Et de l'accepter, de se dire, OK, je te laisse vivre ton émotion là. Si tu as besoin, je suis là. Et quand tu en ressens le besoin, tu peux venir près de moi. Tu peux aussi rester, je vais dire, seul un moment si tu en as besoin, accompagné de quelqu'un d'autre, peut-être pas toujours de moi, mais de laisser la place à l'enfant et à l'émotion qu'il est en train de vivre. Oui, c'est ça. Le non-agir, c'est aussi une action finalement. Oui, Là, en tout à fait. l'occurrence, on n'agit pas, mais c'est une action. Tout Je à dis ça fait. parce qu'il y a beaucoup de parents qui se sentent dans l'obligation d'agir. Parce qu'ils ont envie que ça... Enfin, c'est aussi le phénomène de colère qui est aversif. Donc ça veut dire que ça vient activer des parties de notre cerveau qui nous invitent à vouloir que ça s'arrête en fait. Mais justement, le fait de reprendre pleine conscience là-dessus et de prôner le non-agir, mais d'être là quand même, finalement,
eh bien ça va faciliter les choses et ça va aussi nous inviter à nous, adultes, à faire la même chose avec nos propres émotions. Tout à Plutôt fait. que d'essayer de les combattre, donc de les accueillir pleinement en respirant, etc. Et ensuite peut-être d'aller trouver le déclencheur de ces émotions. En fait, comme un miroir, ce que nous allons faire en termes de pleine conscience pour nous, ça va bénéficier à la relation et ça va bénéficier à ce que nous allons transmettre à l'enfant. Tout à fait. Eh bien, écoute, on a pratiquement fait le tour. Il me reste juste à présenter ceci que tu offres également. Décidément, tu fais preuve d'une grande générosité. C'est une sorte de plan d'action, si on peut dire, concernant la pleine conscience, avec des actions très simples à mettre en place au quotidien. Vous allez retrouver les actions qu'on a décrites aujourd'hui. Ça vaut le coup de pouvoir s'afficher ceci et piocher. Tiens, là, je vais faire une marche attentive, par exemple. Ou encore, je vais manger en pleine conscience. Parce que combien nous sommes d'adultes, justement, à être sur je ne sais pas combien de sujets en mangeant, alors qu'en fait, si on prend le temps de porter la fourchette à la bouche, de pouvoir mastiquer suffisamment, déjà, on va manger peut-être un peu moins. Et surtout, on va Oui. beaucoup plus déguster ce qu'on a en bouche. Et nos enfants aussi vont pouvoir faire la même chose en nous voyant faire, quoi, du coup. Et donc Et faire nous une mangerons pause peut-être différemment aussi, aussi. Tout à fait. parce Tout qu'on à se fait. rendra compte que le goût de certains aliments n'est peut-être pas le plus agréable finalement. Exactement. Et donc voilà, donc on mettra cette affiche en téléchargement et on répondra à vos questions si vous en avez. Donc tu as listé cinq actions, hein. Respiration en conscience, marche attentive, manger en conscience, faire une pause et écouter son corps. Il y en a bien d'autres à retrouver aussi dans les livrets que tu proposes concernant les cahiers de vacances. Et ceux qui nous suivent vont pouvoir t'interroger aussi, te poser des questions sur ton compte. Donc tu es présente sur Instagram et sur Facebook et tu fais Oui. aussi partie des fourmis empathiques. Donc ça fait déjà 3 possibilités de pouvoir te joindre et on te reverra bientôt sur Papa Positive et sur les fourmis empathiques. Laurie, est-ce que tu voudrais rajouter ou pour finir quelque chose peut-être? En pleine conscience? Alors, pour finir, j'ai bien une petite phrase pour la fin, comme j'aime bien le faire. Je dirais plutôt que pour rassurer beaucoup de parents, il n'y a pas de parents parfaits. On cherche souvent la perfection, mais il n'y a pas de parents parfaits. Mais par contre, il y a des milliers de façons d'être un parent présent. Oui, superbe Et ça, phrase. c'est le plus important. Tout à fait. En bonus de cette vidéo, vous trouverez aussi une liste de livres sur la pleine conscience. Tu peux peut-être rapidement les montrer, et puis ils Oui. seront listés en dessous. Ce sont des livres qui permettront d'accompagner les enfants justement dans la pratique de la pleine conscience et en même temps aux adultes d'apprendre à pratiquer la pleine conscience. Tout à fait. J'ai deux livres à présenter ici. Le premier, c'est un livre qui reprend beaucoup de pratiques différentes à mettre facilement en place avec des enfants. Ça peut être aussi pour les enseignants, ça peut être fait en classe, donc très très intéressant. Euh, Ça va de la respiration aux petits rituels à comment se donner du courage quand on a peur. Donc ça va vraiment traverser pas mal de sujets. Et on a une autre façon de travailler la pleine conscience, notamment avec les plus petits. C'est une histoire en conscience, c'est une histoire avec une baleine et un crabe. Et on va voir que finalement, le fait de réagir directement à la situation qui pose problème à la baleine, c'est pas la solution. La solution, c'est d'attendre, d'apprendre à attendre et de prendre le temps de respirer, qu'en fait la situation se résoudra d'elle-même. Donc c'est une histoire très chouette que j'ai eu l'occasion de lire au maternel ici à l'école et qui a eu beaucoup de succès. Donc je la recommande. Super. Vraiment, il y a beaucoup de ressources aujourd'hui pour les parents et pour les enfants. Et en tout cas, ces deux-là sont validés. Elles font partie de ma bibliothèque mobile. Très bien. Merci beaucoup Laurie et je te dis à très bientôt du coup. Merci à toi pour l'accueil et puis avec plaisir, on se retrouvera encore, Oui, notamment pour les fourmis. Voilà. exactement. Bye bye.